Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Dans quelques instants, votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Deux invités aujourd'hui, Sylvain Baron et Bruno Lefloc. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Sylvain Baron, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, c'est votre première intervention sur cette antenne. Nous allons essayer de vous présenter brièvement. Vous êtes un citoyen actif puisque vous faites partie des décrocheurs de drapeaux européens. Vous avez participé aux diverses actions et manifestations du CNT au 14 juillet 2015. Précisons que vous êtes le fondateur du journal Le Poil à gratter, c'est bien ça ? C'est exact. Voilà. Alors, revenons à cette action, à savoir le décrochage des drapeaux européens. Quel est le but de cette action ? Bon, d'abord, il faut déjà partir du régime de l'égalité du drapeau européen et puis évidemment de ce que ça signifie politiquement, cet emblème-là. La Constitution française ne reconnaît qu'un seul drapeau, qu'un seul emblème, qui est le drapeau tricolore. Donc, si l'on part de ce seul point de vue et qu'on s'arrête à ça, on peut dire que l'emblème européen pavoisé sur des institutions publiques comme des écoles ou des mairies n'a rien à faire sur le territoire de la République. Ça peut être un emblème qui, dans une entreprise privée, parce que, c'est pareil, un chef d'entreprise est très européiste, bon, ça, il le fait, c'est son problème, mais dès lors qu'on est dans des institutions publiques, la République est censée être une et indivisible et ne pas diviser la population sous les convictions politiques des élus. Donc les élus n'ont pas à faire pavoiser ce drapeau européen, d'autant plus que non seulement dans les traités européens, c'est-à-dire, je vais donner l'article précis, l'article 52 des déclarations annexées au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je suis désolé, c'est un nom à rallonge, mais c'est comme ça que c'est marqué. La France, à l'égal du Royaume-Uni, est le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas reconnu non seulement le drapeau européen, mais aussi l'euro, la journée de l'Europe, en gros tout ce qui définit par des critères symboliques notre reconnaissance à l'Union européenne. Donc on l'a pas reconnu, et puis les quelques circulaires qui existent sur la question du pavoisement des drapeaux, en gros disent qu'on ne peut pas créer des troubles à l'ordre public en divisant la population à partir du moment où on va associer au drapeau tricolore des emblèmes qui sont de nature religieuse ou politique particulière. Donc, en clair, c'est une façon de discriminer les citoyens. Quand vous habitez une ville et que vous voyez que votre mairie, et pire encore une école, pavoise le drapeau européen, c'est une opinion politique qui est véhiculée. C'est pas du tout quelque chose qui est reconnu tant par notre Constitution que par les traités. C'est une opinion politique qui est défendue. Et ça, c'est de la discrimination, parce que c'est de la même façon, vous pourriez avoir un élu qui, sous prétexte d'être communiste, ferait pavoiser un drapeau communiste sur la mairie. Ou un élu qui est très catholique ou très musulman dans ses convictions religieuses s'amuserait à mettre un emblème de nature religieuse sur une mairie. Tout le monde trouverait ça inadmissible. Et pour autant, personne ne se pose la question du drapeau européen. Donc nous, on les décroche de telle façon à créer des procès, puisque quand on avait saisi une première fois le tribunal administratif, le procureur de la République, pour demander à ce que certains drapeaux européens soient retirés, on avait été déboutés. Donc maintenant, on les décroche directement et c'est une action symbolique, très clairement, et puis on mène un combat là-dessus. Alors vous en décrochez toujours ? Alors pour le moment, moi je suis un petit peu à l'arrêt parce que je suis tout bêtement plongé dans la rédaction d'un livre et puis que j'ai besoin d'un peu de retrait, on va dire, par rapport à toutes mes activités précédentes. Je vais certainement y revenir quand j'aurai un peu déblayé beaucoup de choses dans ma vie privée comme dans ma vie associative, on va dire. Mais ça continue. Là, il y en a eu 9 qui sont tombés dans le Var récemment. D'accord. Alors, vous avez envoyé les drapeaux au président François Hollande. Est-ce qu'il y a eu une réaction de sa part ou de la part du gouvernement ? Alors, eux ne réagissaient évidemment pas. Le but, en fait, c'est de les bombarder avec des courriers de leur drapeau européen. On sait très bien que, de toute façon, les politiciens ne réagiront jamais aux remarques que pourront leur faire
faire les citoyens, hein, que ce soit par des actions symboliques comme ça ou des courriers pour contester leur politique. Maintenant, notre but, c'est quand même de justement jouer sur leur morale en multipliant ces actions et en multipliant les courriers, les décrochages, etc., pour leur faire comprendre que eux peuvent nous imposer les traités qu'on ne veut pas, mais nous, en tant que citoyens, si l'on décide souverainement de ne pas se laisser faire et de résister, eh bien, on le fera. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent que quand il n'y aura plus un seul emblème en France, parce qu'on les aura tous décrochés, ce qui pourrait bien finir par se faire un jour, disons que ça joue sur leur morale. Et c'est très important de jouer sur le moral de la petite oligarchie qui est en place. Alors, vous n'avez pas reçu de menaces ni de sanctions? Non, à part ce qui se passe au niveau des tribunaux, pour l'instant, ce sont des condamnations à des amendes. Il n'y a pas de menaces ou de sanctions. On n'est pas non plus gêné de ce point de vue-là. Vous avez participé au mouvement organisé par le CNT du 14 juillet 2015. Quels sont les objectifs du CNT? Est-ce que vous êtes totalement en accord avec ce que propose le Conseil national de transition? Alors, j'ai reprécisé. Moi, j'ai participé au mouvement du 14 juillet, mais je suis complètement indépendant du CNT, qui est l'émanation de la pensée d'Éric Fiorilde, avec lequel je suis en désaccord sur un nombre de considérations. D'abord, j'ai beaucoup travaillé sur des questions de résistance à l'oppression, de commandement de l'autorité légitime, de transition politique dans les crises insurrectionnelles. C'est un petit peu là-dessus que je me suis fait connaître au départ. Ce que proposait Éric Fiorilde, c'était un espèce de diagramme assez alambiqué pour dire voilà à quoi ressemblerait un gouvernement de transition. Sauf que ça n'avait rien d'un gouvernement. Un gouvernement, ce sont des pouvoirs exécutifs bien précis. Lui proposait une espèce de forme un peu bâtarde de parlement qui aurait les compétences d'un gouvernement. Donc moi je me reconnais pas là-dedans parce qu'en fait on a effectivement besoin d'un gouvernement provisoire, mais c'est un véritable exécutif qu'il nous faut. C'est pas du tout un espèce de truc avec quelques citoyens qui d'un coup, au motif d'être révoltés et de vouloir reprendre les commandes, auraient les compétences d'un gouvernement. En plus, je considère quand même qu'on est dans un état de droit. Et quand bien même on voudrait légitimer une insurrection et un gouvernement, il nous faut une constitution. Quand bien même provisoire, il nous faut du droit. Il faut expliquer les règles définitivement par des articles de loi. Est-ce que vous en avez discuté ensemble? Oui, j'avais même proposé de l'aider justement pour affiner son projet. Et puis justement, moi, mon but c'était de lui dire, voilà, il faudrait peut-être déjà avoir une constitution plutôt qu'un diagramme. J'allais être un peu grossier, mais plutôt qu'un banal diagramme sur Internet, une vraie constitution du droit écrit pour déjà donner le cadre à ce gouvernement, la durée du mandat, les choses comme ça. Et puis ensuite, ce que j'essaie de lui expliquer, c'est la proposition que je défends, il y a un forum qui est fait pour ça, c'est pour aller beaucoup plus vite, en sachant que la majorité des Français ne comprennent pas toutes les questions que l'on défend dans ces milieux alternatifs. Il vaut mieux directement aller voir dans notre dissidence politique, économique, intellectuelle de façon générale. On a des gens comme Jacques Sapir, comme au niveau de l'agriculture, on va penser à Pierre Rabhi ou alors à Claude-Élie Diabo-Guignon. On va avoir des gens comme Asselineau, des gens comme... Voilà, on a des tas de gens qui sont des références intellectuelles dont on lit les bouquins ou dont on suit les conférences, qu'on connaît très bien, qui seraient de très bons ministrables. Ma proposition étant plutôt la suivante, on fait un scrutin pour les départager pour chaque ministère. Donc ça, on peut le faire sur Internet au moyen d'un forum. Donc c'est un outil qui est déjà existant. Malheureusement, je peux pas donner un lien à la radio. En les départageant et en permettant petit à petit de voir quel gouvernement on pourrait créer à partir de plusieurs personnalités que l'on aime bien, en donnant un cadre institutionnel et un mandat provisoire et impératif sur la base donc d'une constitution à ce gouvernement, on peut organiser derrière un référendum d'initiative populaire tout à fait légalement. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire en France, mais au moins ça permet de dire, d'une part, poser une question aux Français en disant « Êtes-vous d'accord pour destituer le gouvernement actuel ?» puisque c'est quand même le point de départ. Et êtes-vous d'accord pour approuver non seulement le gouvernement que l'on vous propose, mais aussi la Constitution qui le supervise. Donc ça, c'est un moyen qui me semble nettement plus radical et plus sûr parce que les gens reconnaissent des idéaux politiques à partir de têtes pensantes, qui sont connues. Donc là-dessus, sans même avoir à faire de programme, si on dit Sapir est ministre de l'économie, ça parle tout de suite aux gens. On sait à peu près ce que pense Sapir sur la question de l'économie. Si on dit Asselineau
et aux affaires étrangères, ou Marie-France Garot, ou d'autres personnalités comme ça, on voit tout de suite qu'est-ce que pensent ces gens-là. On n'a pas encore eu le temps de faire un programme politique, on sait déjà ce que pensent ces gens-là. Et c'est rassurant. Tandis que lorsqu'on fait un espèce de truc qui est très parlementaire, avec des citoyens qui sont totalement inconnus, on ne peut pas rassurer les Français. On ne peut pas leur donner notre vision politique. Et en plus, on ne peut pas leur donner vraiment des compétences qui sont de l'ordre de l'exécutif, qui n'ont rien à voir avec le législatif. C'est tout autre chose. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Alors vous nous parliez de François Asselineau que nous avons reçu plusieurs fois ici à la radio. Vous êtes en accord avec tout ce qu'il dit ? Alors, moi je suis en accord globalement avec sa vision du problème européen, du problème au niveau international avec les États-Unis. Globalement, sur l'économie, j'ai pas trop de choses à redire, même si je pense qu'il va pas du tout assez loin. Sur ses vues sur la démocratie, je suis pas d'accord. Je pense qu'il va pas du tout assez loin et qu'il reste complètement enfoncé dans son système électoral. Déjà, on ne va pas reprendre les commandes de notre pays par le système électoral. Sinon, ça fait 40 ans qu'on serait sorti. Tout à fait. Maintenant, du point de vue de la personnalité, je suis c'est pas un secret pour les gens du PR qui me connaissent un peu. Je suis pas très copain avec lui. Alors, selon certains sondages, et constatant la réaction des Français qui semblent de plus en plus agacés, voire très énervés, il y aurait 70% des Français qui souhaiteraient sortir du système actuel. Est-ce votre sentiment, vous qui êtes sur le terrain ? Je pense oui, parce que de toute façon, quand le simple fait d'avoir des discussions de famille, pas forcément avec des gens qui connaissent toutes les pensées qu'on peut véhiculer dans nos réseaux alternatifs. Faut bien voir que la dissidence, ce qu'on appelle dissidence en tout cas en France, c'est une toute petite fraction de la population qui sévit sur les réseaux sociaux. Ça correspond à peu près à 200 000, 300 000 personnes qui sont très éduquées politiquement, sur l'économie, sur la démocratie, etc. Qui sont pas forcément partisans, mais enfin le reste, c'est la majorité des gens ne sont pas éduqués tout bêtement sur la politique. Par contre, quand on discute avec eux dans un café parce que c'est une bande de copains ou parce qu'on est en famille, donc on va avoir une population très générale et se rendre compte que oui, sans être forcément spécialiste de toutes ces questions-là, les gens ont un ras-le-bol qui est évident, ils en ont marre. Alors, comment peut-on expliquer que les mois passent, les années passent et que nous en soyons toujours au même point ? L'expliquer, moi-même je cherche encore l'explication parce qu'il y a d'un côté le fait que on a tous la capacité, surtout aujourd'hui et dans un pays comme le nôtre, déjà de nous éduquer. On a cette possibilité-là. Or, faut dire ce qui est, il doit y avoir une forme de paresse mentale qui existe dans une bonne partie de la population, ou un manque de curiosité, qui fait que déjà ça permet de maintenir le système, parce que la propagande, certes, ne nous aide pas, à travers les grands médias publics et privés qui souhaitent nous asservir à certains dogmes, mais je pense que c'est pas suffisant. Quelque part, on a une responsabilité collective quant à laisser faire des choses qui sont inacceptables et avoir notre état de droit, notre démocratie petit à petit s'autodétruire. Ensuite, il faut bien voir qu'on a quand même quelques circonstances atténuantes, parce que quand à chaque fois qu'il y a des manifestations, des grèves en France pour protester sur le démantèlement de nos acquis sociaux, il se passe rien. Au final, il n'y a pas de réelle démocratie. Les gens ont bien conscience que de toute façon, ils peuvent toujours gueuler, ça ne change rien. Donc il y a une forme d'apathie générale qui se met en place. Et comme les intellectuels de notre dissidence ne sont pas non plus visibles médiatiquement, ça ne permet pas aux Français d'avoir quelques alternatives, d'avoir un peu d'espoir en se disant qu'il y a d'autres possibilités, d'autres façons de voir les choses. Donc je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses, mais c'est vrai que je pense quand même qu'on est co-responsable. Je comprends pas cet état d'asservissement. Ça a été longtemps théorisé, le fait que nous cherchons nos propres maîtres, et puis c'est toujours comme ça. Je pense qu'il y a un peu de tout. Oui, on doit être acteur, de toute façon. C'est nous qui devons faire les choses et changer les choses. Tout à fait. Alors, vous me parliez des médias nationaux à l'instant, vous les avez certainement contactés, notamment pendant ce 14 juillet dernier. Quelle a été la réaction des journalistes et des responsables de ces médias ? Alors ça, je trouve ça assez intéressant, parce que dès qu'on parle avec des journalistes du Sérail, on sent bien que c'est très idéologisé la plupart du temps.
Vraiment, bon, je ne dis pas que tous les journalistes sont comme ça, hein. Il y a des journalistes qui sont très bien, mais la majorité avec qui j'ai pu discuter, qui était vraiment dans le sérail, était très idéologisée et nous traitait de conspirationnistes, ou qu'on était populiste, ou qu'on était tout ceci, cela. Enfin voilà, c'était le langage habituel journalistique. Par contre, quand on va discuter avec les pigistes, les petits jeunes qui sont en train de faire leur stage ou avancer, il y avait une véritable écoute. Ouais. Donc il y a quand même un petit peu d'espoir sur le fait que les jeunes générations seront plus critiques et plus ouvertes dans ce milieu-là. Maintenant, on sait très bien quels sont les intérêts éditoriaux qui sont défendus et pourquoi les journalistes n'ont pas trop d'intérêt à changer de dogme. Hein. Ils ont quand même des carrières à garder, ils ont des enfants à nourrir, ils ont il y a une certaine façon de voir comment ça se pourrit en France. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que on regarde en Angleterre, qui est un pays qui est quand même qui souffre des mêmes problèmes politiques, on va dire. Pour autant, le journalisme, malgré le fait qu'il y ait une finance qui soit très influente et puis des politiciens qui aussi ont une certaine façon d'orienter les choses, on a un vrai journalisme en Angleterre. Le débat politique est réel là-bas. Donc c'est à n'y rien comprendre. Pourquoi en France on a tant de problèmes avec notre journalisme? Souvent on se pose la question. Nous avons reçu Étienne Chouard à ce micro qui nous a expliqué comment il a créé ces ateliers, les ateliers pour réécrire la Constitution. Avez-vous assisté à l'un de ces ateliers? Oui, à Bordeaux. J'en ai fait quelques-uns aussi à Bordeaux, mais en plus petit comité. Donc moi j'aime bien l'initiative, mais je pense pas par contre qu'elle soit capable d'être... quand j'en avais discuté avec Étienne au téléphone, notamment quand je l'avais invité à venir le 14 juillet, il préfère rester sur les ateliers en se disant que c'est ça qui fait la révolution, qui enclenche le truc. C'est pas tant le fait de réussir à rédiger une constitution complète, c'est le fait de mettre les citoyens au travail qui leur donne l'envie d'aller plus loin. Oui, c'est ce qu'il nous a dit ici, oui. Voilà. Bon, moi je suis pas totalement d'accord avec lui parce que écrire, penser les lois et s'intéresser à du texte constitutionnel, quoi qu'on en pense, ça reste une immersion intellectuelle qui est forte et qui est peut-être un peu trop forte pour des gens qui souffrent de beaucoup d'apathie et qui sont un peu fatigués à l'idée même d'aller aussi loin. C'est leur demander trop de choses d'un coup. Il faut y aller par petits pas et c'est pour ça que moi je préfère jouer sur les symboles, par exemple le drapeau européen, mais aussi par exemple franciser nos billets de banque. Vous pouvez marquer flou sur un billet de banque, c'est une façon de rétablir notre souveraineté de façon très simple. Ou alors de faire effectivement des rassemblements. Moi je préconise de les faire devant les médias plutôt qu'aller les faire devant République ou Nation, ça ne sert à rien dans ces endroits-là. Je pense quand même qu'il faut toujours rester dans une dimension stratégique et simple, parce que lorsqu'on parle à l'ensemble, si l'on veut pouvoir plus tard éduquer la population sur des questions intellectuelles, économiques, de constitution, de démocratie, de tout un tas de choses, faut pas trop en demander aux gens au départ. Faut commencer par des choses qui sont vraiment accessibles pour l'ensemble d'entre nous, qui soient compréhensibles tout de suite. C'est le seul truc où je suis pas d'accord avec Étienne. Sur le reste, je suis totalement d'accord. À long terme, il nous faut absolument une constituante. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Sylvain Baron. Alors une question récurrente chez les auditeurs, comment se fait-il que les différents acteurs n'arrivent pas à se fédérer, à se mettre d'accord, à trouver un terrain d'entente sur une trame commune, comme par exemple les grandes idées du CNT, par exemple, vous me parliez d'Éric Fiorid, vous avez des petits différends, mais être d'accord sur l'ensemble des grands points, quoi. Bon, alors d'abord, moi je vais être le premier à reconnaître, puisque... entre guillemets, je suis l'un des petits leaders d'opinion de cette dissidence. J'ai pas du tout le même niveau que des gens comme Étienne Chouard ou Asselineau. Maintenant, on va dire que je pense être à peu près aussi connu que des gens comme Thierry Borne ou Éric Fiorid, on va dire, dans ces milieux-là. Et je suis le premier, en fait, à ne pas vouloir forcément m'inscrire dans tous les combats ou toutes les initiatives,
dès lors que je considère que ce qui est fait n'est pas spécialement stratégique et ne mènera à rien. Donc, mobiliser des gens pour rien, je vois pas tellement l'intérêt. Donc déjà, je vais dire que comme tous les autres leaders d'opinion entre guillemets, nous avons cette difficulté à pouvoir nous coordonner parce que tout bêtement on n'est pas d'accord. C'est pas une querelle de chef, c'est pas une querelle d'ego, c'est tout bêtement que déjà sur les éléments stratégiques d'un combat, on n'est pas forcément en osmose. Ensuite, de façon plus générale, je pense quand même que les gens comme nous sommes des espèces d'animateurs d'une résistance globale avec chacun des angles d'attaque particuliers, mais que aucun d'entre nous n'avons la prétention de prendre le pouvoir, n'avons la prétention de faire, d'aller plus loin que notre combat en lui-même. On veut, c'est quelque chose qui est assez épuisant mentalement que d'animer ce genre de choses. Bah oui, je me doute, ouais. Et je crois qu'un fédérateur, puisque je crois quand même que ça va être un grand fédérateur qui va devoir faire quelque chose, que ce soit un mouvement ou que ce soit une personne, ça sera malgré tout un ressort qui sera toujours le même. Ça a toujours été comme ça dans les crises politiques. Il y en a un qui émergera à un moment ou un autre parmi nous, qui aura peut-être un petit peu plus de volonté que les autres et qui assumera un peu plus que les autres de faire les choses et qui saura nous emmener. Après, je pense aussi qu'encore une fois, alors ça c'est on va dire le problème des animateurs, des leaders d'opinion, etc. Mais on a aussi un énorme problème avec la communauté dissidente en elle-même, parce qu'on représente quand même énormément de gens. La révolution russe, c'était 30 000 personnes, et il y avait plus de 100 millions de Russes en 1917, donc c'était 30 000 personnes qui ont fait une révolution. Nous, en France, on a une communauté de 300 000 personnes, à minima, qui est bien éduquée politiquement, qui se reconnaît, qui est interconnectée aux réseaux sociaux, mais qui n'est pas capable de sortir des réseaux sociaux. Donc il y a un gros souci avec ça, c'est que cette dissidence en elle-même est très difficile à mobiliser. Est-ce que vous avez eu des discussions avec les différents responsables, les différentes organisations, comme les agriculteurs par exemple? Alors moi je discute un petit peu avec tout le monde, mais j'ai pas comme mon terrain d'attaque est les particuliers, que je suis pas forcément je suis pas quelqu'un de très sociable, donc je vais pas forcément discuter avec tout le monde, surtout en ce moment où c'est un petit peu compliqué. Je peux pas affirmer comme d'autres avoir vraiment un super réseau là-dessus. Je me tiens au courant, je m'informe, je discute avec les gens, mais après c'est pas. Quand on discute par exemple avec les agriculteurs, quand ils étaient venus à Paris, j'y avais été. On se rend compte que ça va être très compliqué parce qu'ils sont déjà enfoncés dans tout un tas de dogmes politiques qu'on leur a bien matraqué à la tête. Et quand on leur fait comprendre qu'il y a d'autres voies possibles et qu'ils ne seraient pas stupides déjà de pas manifester un jour de la semaine et repartir, alors que c'est plutôt le week-end que les gens sont plus faciles à mobiliser, qu'il faudrait peut-être écouter les citoyens qui sont aussi les consommateurs de leurs produits et leurs attentes sur la façon de produire pour essayer de développer des points de vue convergents sur la façon de réformer les choses et puis ensuite se mobiliser ensemble. Enfin voilà, c'est des gens qui eux-mêmes ne veulent pas spécialement écouter ces alternatives ou les citoyens qui sont sur d'autres plans et qui sont prêts à se battre avec eux pour peu qu'on se coordonne. Pour l'instant, je dirais que moi, ça ne sert à rien. Discuter avec tous ces gens-là, c'est plus pour moi une perte d'énergie. Voilà, un intérêt. Non, ça reste intéressant, faut discuter. Mais ça permet de comprendre un petit peu la sociologie de chaque corporation, mais ça ne permet pas forcément de voir comment travailler avec elle correctement. À ce stade en tout cas. Est-ce que vous avez eu des discussions justement avec certains représentants des forces de l'ordre? Alors oui, ça par contre, par mes activités, oui, là j'ai pas eu le choix entre les manifs à organiser où on est forcément tout le temps en contact, les procès où on va toujours dans les bureaux de police pour faire la paperasse. Oui, là il y en a pas mal de discussions et ça c'est le plus intéressant parce qu'en fait le postulat de départ dans une crise politique qui mène à ce qu'un gouvernement saute et soit remplacé. C'est pas la crise politique en elle-même, les manifestations, tout ça, c'est la partie visible. La partie réelle, c'est quand les forces de police et plus encore les forces militaires cessent de reconnaître le gouvernement en place et accordent l'autorité légitime à un gouvernement provisoire qui est l'émanation des révolutionnaires. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et moi, j'en ai discuté clairement avec eux parce qu'ils connaissent toutes mes publications. Et c'est assez intéressant parce que, en gros, quand je discute avec eux, ce que je ressens, c'est on n'est pas contre. Mais démerdez-vous pour vous organiser pour qu'on puisse vous suivre à limite. Voilà, c'est ça. Donc, certains me disaient soit monter un parti politique, ce que je refuse de faire,
fois, réussissez à avancer correctement, restez pacifique quoi qu'il arrive parce que c'est cool. Il faut surtout pas qu'on en arrive à la violence. Parce ah ouais, non, ça sert à rien. C'est eux qui reprendront le pouvoir, ceux qui nous le redonneront en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il faut pas être violent parce que sinon on se coupe de tout élément stratégique à ce sujet-là. Mais ils sont pas contre. Ils nous entendent. Est-ce qu'ils vous ont expliqué leurs problèmes? Leurs problèmes sont les mêmes que dans toutes les administrations. Il y a un manque de moyens, un État qui fait du rattrapage politique de toutes les affaires, etc. Ça les agace. On va dire que pour moi, c'est le problème que chaque corporation peut avoir individuellement par un manque d'argent, de moyens et de reconnaissance quant à leur travail. Et ça change pas de quoi que ce soit d'autre. D'accord. Selon vous, où en est-on avec la liberté d'expression en France? Pensez-vous qu'elle est compromise? Oh bah oui, à l'époque de Charlie, on voit bien que la liberté d'expression est en berne. Donc elle est censée pour moi être un empire, c'est-à-dire à part des cas comme la diffamation, la propagande de guerre ou l'appel au meurtre, des choses comme ça. À la base, on peut avoir quelqu'un devrait avoir la liberté de dire par exemple un propos parfaitement raciste. On a la liberté d'être con avec la liberté d'expression. Logiquement, notre parole n'est pas censée influencer autrui c'est pas parce que si quelqu'un me dit qu'il est raciste et qu'il n'aime pas les Arabes, c'est pas pour autant que je vais penser comme lui. C'est ça le principe de la liberté d'expression, c'est la liberté de dire des plus grosses conneries que possible, en sachant que tout le monde a sa liberté d'opinion et assez intelligent pour ne pas se laisser influencer par quoi que ce soit. Et ça permet aussi d'avoir l'exercice critique. Là, quand on voit que déjà à travers les lois qui avaient été votées sur la question on ne peut plus critiquer maintenant, on peut plus remettre en cause l'histoire au travers de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, et désormais toutes les initiatives qui sont en train de pondre à l'occasion des attentats. Déjà, on peut plus manifester puisqu'on est sous l'empire de l'état d'urgence. On peut pas exprimer notre opinion dans la rue tant que c'est pas levé. On voit bien que les médias orientent très clairement les opinions puisqu'on ne peut pas avoir de débat critique. Ça va être des débats entre libéraux et capitalistes ou des débats entre européistes et européistes, mais jamais des débats qui sont réellement antagonistes. Quand on n'est pas Charlie, visiblement, ça va pas du tout. C'est qu'on est forcément un affreux facho d'extrême droite qui n'a rien compris et qui est complètement réactionnaire. Bon, on voit bien qu'il y a un énorme problème. Pour autant, je pense pas qu'on en est encore au point de certains pays comme l'Arabie Saoudite. Heureusement. Voilà. Vous avez des projets, des actions à mener dans les prochains mois? Alors pour le moment, je compte finir mon bouquin parce que j'ai besoin de terminer avec. Ça fait 5 ans que je suis là-dedans, que j'ai beaucoup pondu d'articles sur mon blog. Mais au final, à aucun moment j'ai synthétisé ça sous la forme d'un écrit complet, qui reprend la totalité. Et je pense qu'on va réorganiser un jubilé puisque j'avais organisé, malheureusement, c'était tombé le 14 novembre, donc un jour après les attentats du 13 novembre. Donc on n'a pas pu le faire. Mais on avait organisé un cortège et une série de manifestations devant les médias sur 2 jours. Donc c'était devant BFM, France Télévisions et Radio France. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus que ça n'ait pas pu se faire. Donc je pense qu'on va le réorganiser. Là, on en parle gentiment. Et votre livre, vous pouvez nous en dire plus? Oui, en gros, alors il se découpe en 3 grands volets. Le premier volet est un réquisitoire par le droit et par les faits. Donc des vrais faits de mainstream qui sont relayés y compris par les grands médias du gouvernement, donc en particulier sur la haute trahison. J'explique c'est quoi la haute trahison, en quoi Monsieur Hollande nous a trahis à travers différents exemples et à travers des lois du code pénal qui définissent la haute trahison et qui correspondent à ces faits-là. La deuxième partie du bouquin, donc ça c'est pour délégitimer le gouvernement. Si on veut faire sauter un gouvernement, il faut déjà lui faire perdre sa légitimité. La deuxième partie du bouquin va traiter de la résistance à l'oppression du point de vue de la théorie, du droit international, constitutionnel, etc. Et en pratique, c'est-à-dire comment nous on peut faire dans notre pays à nous, avec les outils dont on dispose, pour résister tant par des moyens légaux qu'illégaux, mais toujours pacifiques et efficients. Et la troisième partie du bouquin, elle va traiter justement de comment assainir, donc mettre en place un gouvernement provisoire, et quelles sont les urgences fondamentales à traiter dans ce cas-là. Donc, c'est-à-dire, par exemple, typiquement une urgence, si on sort de l'Union européenne, la première chose à faire, c'est rétablir le contrôle sur les mouvements de capitaux pour éviter que des financiers fassent évader leurs capitaux de France parce que
on leur fera peur avec la sortie de l'euro. Ce sont typiquement des urgences à traiter immédiatement. Donc il y aura cette troisième partie qui va traiter de l'assainissement, de la forme d'un gouvernement provisoire, de comment faut faire, comment créer un référendum d'initiative populaire légalement en France, tout ça. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Est-ce que vous avez un site? Oui, alors il suffit de taper mon nom, Sylvain Baron, sur Google et marquer à côté état de nécessité. C'est l'article 122.7 du Code pénal, c'est le nom de mon blog en fait, ça s'appelle état de nécessité. Donc c'est là-dessus qu'on peut retrouver mes publications pour le moment. Et sinon, tout bêtement, en allant sur ma page Facebook, vous tapez Sylvain Baron, vous allez me trouver forcément et je suis quelqu'un qui est ouvert à la discussion. D'accord. Est-ce que vous auriez un message pour terminer adressé aux auditeurs? Oui, bougez-vous. Il faut arrêter de discuter sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien de refaire le monde sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas du tout reprendre la main. On a très bien compris parce que je vois combien de gens adorent partager des articles. Moi, le premier, j'aime bien de temps en temps discuter, c'est intéressant. Mais c'est pas comme ça qu'on fait le monde. Le refaire, c'est réellement sur le terrain, c'est en participant à des initiatives, c'est pas en polémiquant sur le fait que ça va mal. On le sait très bien que ça va mal. Maintenant, si on veut que ça aille bien, ça dépendra que de nous. Il va falloir se bouger. Faut pas rester dans le constat. Tout à fait. Merci Sylvain Baron d'être passé au micro de Fréquence Évasion. Bon courage pour la suite.